Pendant plus de 3000 ans, l'Égypte a été gouvernée par des pharaons. Mais sur l'ensemble de cette longue période, l'un d'entre eux sort du rang. Il a régné près de 70 ans, dirigé l'un des plus vastes empires du monde et enflammé l'imagination universelle. Il s'appelait Ramsès II. Ce pharaon s'est bâti une notoriété qui a traversé l'histoire. Il s'est occupé personnellement de forger sa gloire. Ramsès II était maître dans l'art de la propagande. Il a fait rayonner sa puissance au-delà des champs de bataille, d'un bout à l'autre du monde antique. Nous allons découvrir comment un homme a créé sa propre légende, celle de Ramsès le Grand. Et comment le plus mythique des pharaons n'est pas parvenu à sauver de la destruction l'empire égyptien, l'empire de l'or. En 1327 avant Jésus-Christ, un événement tragique a précipité l'Égypte au bord de la crise. Le décès du pharaon Toutankhamon. Ce fut la fin de la plus puissante dynastie d'Égypte et le début d'une période de grande fragilité. L'enjeu était colossal. En 2 siècles, la dynastie impériale égyptienne avait édifié une puissante nation qui s'étendait loin du delta du Nil. Au nord jusqu'à la Syrie, au sud jusqu'aux terres aurifères de la Nubie, l'actuel Soudan. Les pharaons qui s'étaient succédés avaient fait de l'Égypte le pays le plus influent du monde. À la mort de Toutankhamon, le plus grave problème était l'absence d'héritier pour le trône. L'Égypte a dû se trouver en très mauvaise posture. Sans personne pour reprendre le pouvoir, l'instabilité régnait. Quand la grande dynastie s'est éteinte, un nouvel ennemi a surgi face à la puissance égyptienne, les Hittites. Vivant sur le territoire de la Turquie actuelle, ce peuple avait une technologie plus avancée que l'Égypte. Ils avaient déjà tenté une fois de franchir la frontière nord de l'Empire égyptien. Vers 1279 avant Jésus-Christ, le sort de la nation menacée fut remis entre les mains d'un jeune homme, le nouveau pharaon. On le couronna sous le nom de Ramsès, qui signifiait « engendré par le dieu Ré ». Ramsès est monté très jeune sur le trône, sans doute vers l'âge de 15 ans. Une rude tâche l'attendait. Quand il regardait le passé de son pays, il y voyait des souverains qui avaient incarné pendant 1 siècle l'opulence, la puissance et le raffinement. L'héritage était lourd à gérer. Ramsès II n'était pas issu d'une lignée royale. Le jeune souverain était né roturier. Ramsès descendait de militaires qui avaient accédé au trône depuis peu. Ils n'avaient pas une goutte de sang royal. Ses ancêtres vivaient à la cour, ils travaillaient pour les pharaons, mais ils n'appartenaient pas à la famille régnante. Les prouesses militaires de la famille de Ramsès lui avaient valu le trône.
c'est par les faits d'armes que le jeune souverain devrait faire ses preuves. Au nord de l'Égypte, les Hittites se préparaient à la guerre. Ils escomptaient tirer avantage de la jeunesse et de l'inexpérience du nouveau pharaon. Ramsès allait affronter la plus grande épreuve de sa vie. Il y avait deux superpuissances, chacune essayant de grignoter l'autre. Elles étaient prêtes à s'affronter. Au cours de la 5e année du règne de Ramsès, l'armée hittite s'avança vers le territoire égyptien en direction de la ville de Kadesh. Au carrefour des routes commerciales du Proche-Orient, Kadesh avait une importance stratégique majeure. Ramsès II s'est rendu compte que la bataille pour Kadesh serait cruciale. Elle déterminerait lequel des deux empires régnerait sur le monde durant tout le XIIIe siècle. C'était l'occasion qu'attendait Ramsès, le moyen de prouver au monde la force de son pouvoir. Un seul problème se posait. L'Égypte n'était pas prête pour la guerre et le pharaon avait rapidement besoin d'une armée. Il mobilisa non seulement les soldats égyptiens, mais aussi les autres sujets de son empire, les Nubiens et les Libyens. Les primitives armes de bronze de l'armée égyptienne allaient se mesurer à celles des Hittites, qui maîtrisaient la métallurgie du fer. Les forces étaient inégales. Imaginez la vie de ces soldats de l'armée du pharaon. D'abord, on s'y trouvait sans doute contre son gré. C'était la conscription. Ensuite, on devait y être mal nourri et mal vêtu. Recevoir un simple javelot ou, si on était chanceux, un arc et une flèche. On faisait un don total de sa personne. L'armée de Ramsès fut bientôt levée. Les scribes du pharaon furent également appelés pour témoigner par écrit de la victoire dont le pharaon ne doutait pas un instant. Il avait l'assurance de la jeunesse. Il pensait que tout était faisable, qu'aucun problème ne se posait. Il était certain qu'aucun compromis ne serait nécessaire, qu'il suffisait de faire la guerre pour la gagner. Le jeune souverain se mit finalement en route avec ses troupes à la tête d'une avant-garde. Il délaissa le luxuriant delta du Nil pour la chaleur torride du désert du Sinaï. À la tête de son armée, sa silhouette était impressionnante. J'imagine qu'il possédait une grande autorité, qu'une grande impression de puissance se dégageait de lui. Il était robuste et mesurait entre 1,72 m et 1,75 m. Cela représentait au moins 10 cm de plus que la moyenne des Égyptiens de l'époque. Mais sa taille n'était pas seule à jouer en sa faveur. Il était roux, un phénomène très rare dans l'Égypte de son temps, qui achevait de le mettre en dehors des normes. L'armée égyptienne fila à travers le désert, parcourant les territoires qui abritent aujourd'hui Israël et le Liban. À quelques kilomètres de Kadesh, Ramsès et son avant-garde dressèrent leur campement pour attendre le reste de l'armée. Quand Ramsès a établi le camp, il était visiblement persuadé qu'un affrontement ne manquerait pas d'éclater d'un jour à l'autre. Le moment se prêtait toutefois à marquer une pause, se restaurer, réfléchir et attendre peut-être 1, 2, 3 semaines, une bataille que les Égyptiens gagneraient nécessairement. Mais les événements ne se déroulèrent pas si facilement. Les récits des scribes nous disent que le pharaon inexpérimenté faillit être victime d'un redoutable piège. Les Égyptiens ont capturé 2 bédouins dans le désert et les ont interrogés. Ramsès leur a demandé où se trouvait le roi des Hittites. Ils ont répondu qu'il était parti loin d'ici, qu'il était inutile de se soucier de lui. Ramsès ne comprit pas que ces informateurs étaient des espions hittites envoyés pour le duper. Ils les ont relâchés, satisfaits à l'idée d'avoir un peu de temps pour installer le campement et se détendre avant la bataille. Le pharaon était tombé dans un piège élémentaire. Ramsès a commis un impair en prenant au mot ces 2 bédouins.
Avoir omis d'envoyer des émissaires pour vérifier la véracité de leurs dires était une grave erreur militaire. Les soldats du pharaon s'emparèrent de 2 autres espions. Cette fois, Ramsès les fit torturer et obtint une information très différente. Les Hittites ne s'étaient pas retirés à des centaines de kilomètres, ils étaient postés de l'autre côté de la rivière, prêts à l'attaque. Le pharaon paniqua et demanda qu'on lui envoie du renfort. Soudain, les Hittites attaquèrent. Les scribes de Ramsès ont livré un témoignage direct de la bataille. Ce scélérat de Hittites et son armée ont franchi la rivière Agé au sud de Kadesh. Ils ont foncé sur les troupes de Sa Majesté au moment où on s'attendait le moins à une attaque. La poussière prenait à la gorge. Le sang coulait à flots dans le sable du désert. À chaque instant, les soldats avaient la mort devant les yeux. Cette bataille a dû être un enfer absolu. Les troupes de Ramsès n'ont pas résisté aux armes de fer des Hittites. L'armée égyptienne s'est trouvée au bord de la défaite. Mais à la dernière minute, les renforts du pharaon sont arrivés. Ils ont pris les Hittites par surprise. Ramsès a eu une chance incroyable. À la fin de la journée, il est devenu maître du champ de bataille. En réalité, il n'y a eu ni vainqueur ni vaincu, et la déroute égyptienne a été évitée de justesse grâce à l'arrivée des troupes fraîches. La mission de Ramsès avait échoué. Les Hittites reviendraient et les routes commerciales de l'Égypte, donc tout l'Empire, resteraient vulnérables. La bataille de Kadesh n'a pas débouché sur les résultats escomptés. Elle a tout au plus été un moyen pour les Égyptiens d'empêcher les Hittites de progresser vers le sud. Mais elle n'a rien eu du triomphe éclatant que recherchait Ramsès. Ramsès restait pourtant déterminé à remporter sa victoire. De retour en Égypte, il colporterait un autre récit de la bataille de Kadesh. Il a décidé de réécrire l'histoire. La bataille deviendrait un exploit de premier plan et la vantardise lui apporterait la gloire. Kadesh lui servirait de gigantesque outil publicitaire, les hiéroglyphes seraient ses instruments de propagande. Ramsès dirigea une extraordinaire campagne de désinformation. Il envoya aux 4 coins de l'Empire des légions d'artistes sculpter des images de la bataille de Kadesh sur les murs des temples. Son récit commençait de façon véridique, mais ne tardait pas à tourner à la pure fiction. Le jeune souverain affirmait qu'il avait remporté une victoire indiscutable à Kadesh. Il ne l'attribuait même pas aux renforts égyptiens, mais à sa seule initiative personnelle. Dans sa version des faits, Ramsès n'était plus un crédule commandant inexpérimenté, mais un guerrier fort comme un dieu. Tous les temples de l'Empire donnèrent à lire la même histoire. Sa Majesté s'était lancée à leur assaut. Elle a empoigné ses armes et a foncé au galop, seule, à l'avant des troupes. Rien ne pouvait arrêter la puissance dont Sa Majesté faisait preuve au combat. Tout ce qui était à sa portée s'embrasait. L'ardeur de son souffle dévastait tous les terrains alentours. D'après ses dires, alors que ses troupes l'avaient abandonné, il s'était rué sur le champ de bataille en faisant cingler son épée en tous sens. Il aurait décimé l'ennemi à lui tout seul. Il chargeait droit dans les troupes hittites.
L'infanterie et les conducteurs de chars tombaient face à terre. Sa Majesté achevait de les abattre au passage et les tuait sur place. Ramsès II a prétendu que son armée l'avait totalement abandonné, qu'il était resté seul au milieu du champ de bataille et qu'il avait alors exterminé les Hittites de sa propre main. Ce n'était bien sûr qu'un tissu de mensonges. En dépit de ses forfanteries, Ramsès comprit que son armée était incapable de battre les Hittites et qu'il aurait besoin de pactiser. Il se mit à négocier en secret avec l'ennemi. Après de longs pourparlers, il signa un traité avec le roi des Hittites. Le propagandiste s'était changé en chef d'État. Une copie du traité est conservée dans le Saint des Saints du temple de Karnak, gravée au ciseau dans un mur. Moi, le grand souverain des Hittites, suis en paix avec Ramsès, le grand roi d'Égypte, et me réjouis de sa fraternité. Tous les Égyptiens et tous les Hittites vivront à jamais en paix comme nous. En ce qui concerne la succession royale, les clauses d'extradition et l'amnistie des réfugiés, ce traité reste un modèle dont on s'inspire encore de nos jours. Les deux superpuissances de l'époque se sont retrouvées à une table de négociation et ont déclaré qu'elles avaient avant tout besoin de bâtir une paix durable, une alliance qui bénéficie pareillement aux deux parties. Pour sceller le traité, Ramsès épousa une des filles du roi hittite. La princesse hittite faisait partie des clauses du traité de paix. Elle était le ciment de ce traité. Son introduction dans l'intimité de Ramsès lui fournissait un accès à l'empire d'Égypte. La princesse hittite a été emmenée dans la nouvelle capitale égyptienne, au nord du pays, dans le delta du Nil. La ville portait le nom de Pi-Ramsès, qui signifiait la maison de Ramsès. Loin de Thèbes, le centre traditionnel de l'aristocratie au pouvoir, Pi-Ramsès était judicieusement situé dans une région d'où on pouvait garder un œil sur les Hittites. C'était une nouvelle capitale pour un nouveau régime. Cette nouvelle capitale était l'équivalent de Brasilia pour l'Égypte antique. Sa création allait marquer la renaissance du pays. Ramsès disait qu'il était un homme nouveau, qu'il fallait une nouvelle Égypte et que la vieille aristocratie avait intérêt à s'entendre avec lui. Sur les rives du Nil, Ramsès orna sa capitale de tous les trésors que l'Empire se devait de lui offrir. Des témoins ont décrit l'exubérance de ces richesses sans égale en Égypte. Dès mon arrivée à Pi-Ramsès, le lieu m'a ébloui. Sa splendeur est incomparable. Des poissons animent ses bassins, des canards nagent sur ses lacs. La végétation de ses jardins est luxuriante. Sur les rives du fleuve poussent des fruits doux comme le miel. Tout le monde y est heureux. Personne n'éprouve le moindre regret de se retrouver ici. Même les gens de condition humble y mènent un grand train de vie. Non content d'assurer sa propre gloire en ce monde, Ramsès se préoccupa aussi de sa vie dans l'au-delà. Loin de Pi-Ramsès, en plein sud de l'Égypte, existait un lieu capable de lui assurer l'immortalité. Caché derrière la montagne qui surplombe la vallée des rois, le village de Der el-Médine bénéficiait d'une protection vigilante.
Les habitants y constituaient une communauté très strictement réglementée. Ils détenaient des secrets qui ne devaient pas être divulgués. On pouvait les surveiller lors de leurs déplacements entre le village et leur lieu de travail. Il était interdit d'accoster les ouvriers, de leur demander un simple renseignement. Ces mesures de sécurité étaient vitales car ces villageois construisaient les tombeaux des pharaons. Ils connaissaient les plus grands secrets de l'Empire, l'emplacement des sépultures royales. Enfouis sous les pentes environnantes, gisaient les trésors des rois les plus riches et les plus puissants de l'histoire. La colline que gravissaient quotidiennement les bâtisseurs des tombes pour se rendre à leur travail était littéralement truffée d'or. Sur le chantier, ces hommes ne se contentaient pas de creuser les chambres funéraires, ils étaient architectes, sculpteurs ou peintres. Ils ornaient les murs de fresques raffinées et de textes hiéroglyphiques. Ils gravaient les incantations et les rituels indispensables pour guider le pharaon sur le chemin de l'au-delà. On cherchait principalement à ce que le pharaon soit en mesure d'accomplir le voyage d'une vie à l'autre. Une seule faute dans les hiéroglyphes, une simple erreur dans les scènes des fresques, et l'itinéraire du souverain risquait d'être changé et de ne pas déboucher sur l'autre monde. Mais Ramsès n'avait pas l'intention de passer sa vie future tout seul. Le plus gros travail des villageois de Der el-Médineh ne s'effectua pas dans la tombe même de Ramsès, mais dans celle de la femme qui compta le plus dans sa vie. Vers 1312 avant notre ère, Ramsès avait épousé une noble égyptienne, Néfertari, à laquelle il avait décerné le titre de grande épouse royale. L'édification de son tombeau fut le suprême hommage qu'il voulut rendre à son grand amour. C'est à coup sûr la plus belle des tombes somptueuses de l'Égypte antique, et sans doute la dernière. La finesse des fresques, le soin avec lequel les couleurs ont été appliquées, tout dénote l'amour que Ramsès II a éprouvé pour la reine. La femme que j'aime est unique. Nul autre ne peut l'égaler. Elle est la plus belle femme du monde. Elle a le cou gracile et les seins délicats. Ses cheveux de jais ont des reflets de lapis-lazuli. L'or n'est rien au regard de ses bras, et ses doigts sont frêles comme des fleurs de lotus. Elle a les fesses rondes, mais la taille mince. Rien qu'en passant à mes côtés, elle a dérobé mon cœur. La décoration de la tombe répond au goût le plus raffiné de l'époque. Quelques traces de la vie d'autrefois surgissent aujourd'hui sous nos yeux. On a découvert l'empreinte du pouce d'un artisan qui a dû appuyer sa main contre le plafond pendant qu'il peignait. Il a oublié de faire un raccord à l'emplacement de ce doigt, ce qui nous fournit l'une des plus anciennes traces d'un artisan au travail. Les villageois qui arpentaient jadis ces rues nous ont légué un tableau particulièrement détaillé de la vie quotidienne sous le règne de Ramsès II. Sur des éclats de pierre et de poterie éparpillés parmi les ruines du village, des archéologues ont trouvé des notes et de la correspondance en provenance des constructeurs des tombes. Des listes de blanchissage, des recettes, des poèmes et des lettres d'amour. C'est une mine d'or pour les archéologues sur le plan culturel. Les habitants de Der el-Médineh avaient la manie de tout conserver. À force de prendre des notes sur tout, ils ont laissé derrière eux des archives considérables. Ils ont indiqué quotidiennement qui était malade ou qui prenait un jour de repos. On sait pour chacun d'eux à quelle date la belle famille est passée, quand le fils est sorti festoyer, quand il s'est enivré ou a fait des choses peu avouables à la petite voisine. Toutes ces petites anecdotes comportent une magnifique profusion de détails.
Pourquoi tu me traites si mal? À tes yeux, je ne vaux pas plus qu'une bourrique. Je ne suis pas du genre à ne pas savoir m'arrêter de boire. Tu ferais mieux de ne pas m'inviter. Chez moi, la bière ne coule pas à flot. Quand tu as faim, tu viens te chercher un bœuf. Mais quand tu as de la bière, tu ne m'invites jamais. Tu ne viens me trouver que quand tu as besoin de moi. Quand ils ne travaillaient pas aux tombes royales, les villageois mettaient à profit leur grand talent pour orner leur propre sépulture. Mais au lieu d'y faire figurer des rites religieux comme dans celle de leur souverain, ils y représentaient des scènes qu'ils espéraient trouver dans l'au-delà. Elles nous montrent une version idéalisée de leur vie quotidienne. Les familles occupaient leur temps libre à préparer leurs propres tombeaux, à les décorer. Quand on se recevait à dîner, la question la plus fréquente devait être « Alors, où en est ta tombe ?» Grâce aux peintures et aux écrits laissés par les contemporains de Ramsès II, nous savons qui vivait dans chaque maison. Nous connaissons les détails les plus intimes des relations entre les gens. Nulle part ailleurs dans le monde antique, on ne peut être ainsi à l'écoute du petit peuple, des scandales et des ragots qui l'agitaient. Nous savons beaucoup de choses d'un contremaître du nom de Paneb. Nous avons toute une série de récriminations à son égard, sur des sujets variés. Il a volé du matériel dans la vallée des rois, il a détourné le salaire de quelques-uns de ses collègues, il est allé séduire des épouses d'artisans pendant qu'ils travaillaient sur leur chantier. Même le propre fils de Paneb a dénoncé son comportement. Mon père a couché avec Ti, alors qu'elle était mariée à Kena, puis avec Unro, qui était l'épouse de Paniwa. Et après avoir couché avec Unro, il a couché avec sa fille. Ces gens de Deir el-Médine nous apparaissent profondément humains. Pour bien déchiffrer leurs écrits, pour se représenter leurs occupations, l'équipement de leurs maisons, pour comprendre ce que recouvraient leurs dessins, il faut avoir en tête que leurs esprits avaient beaucoup d'affinités avec les nôtres. Tu t'es disputé avec ma mère et tu l'as menacée de la mettre à la porte. Ta mère ne fait jamais rien pour toi. Si je t'ai dit ce que faisait ta femme, ce n'est pas pour que tu fermes les yeux. Il faut que tu comprennes qu'elle se prostitue à droite et à gauche. Tu m'as dit de lui donner un travail et je l'ai fait. Mais il commence à être un peu vieux pour transporter une jarre pleine d'eau. Tu n'es même pas capable de faire un enfant à ta femme. Et en plus, tu es le plus radin de tout le village. Tu ne donnes jamais rien à personne. Quand Ramsès fut quadragénaire, sa tombe était prête depuis plusieurs années. Comme l'espérance de vie des Égyptiens tournait autour de 35 ans, le pharaon devait penser qu'il lui restait peu de temps devant lui. Il se préoccupa particulièrement d'assurer sa succession, d'engendrer des enfants susceptibles de le remplacer sur le trône d'or. En plus de sa grande épouse royale, Néfertari, Ramsès avait un grand nombre d'épouses de second rang dans son harem, dont 3 de ses propres filles. Dans les inscriptions, il s'est targué d'avoir 80 fils et quelque chose comme 60 filles, le nombre des filles étant plus approximatif. Il était fier de son abondante descendance, un peu comme les dictateurs modernes qui se vantent d'être les pères de leur peuple, parfois au sens propre. Ne doutant pas d'avoir engendré un héritier, Ramsès s'attacha à donner un souffle nouveau à son programme de construction. La vallée du Nil ne tarda pas à regorger de monuments à la gloire du plus grand souverain d'Égypte. Quand Ramsès lançait un chantier, il voyait nécessairement grand. Il faisait tout à une échelle jamais vue en Égypte. On lisait partout les titres de Ramsès gravés dans la roche. Les hiéroglyphes le baptisaient le souverain des souverains.
Pratiquement chaque ville d'Égypte a eu son temple reconstruit, restauré ou rénové. Ramsès n'avait rien d'immodeste. S'il voyait un monument de belle allure, tel un obélisque érigé par un ancien roi, il le faisait recouvrir de son cartouche et de tous ses attributs. Là où de grands temples existaient déjà, comme à Luxor, Ramsès se contentait de bâtir une nouvelle entrée avec 4 statues de sa personne pour en revendiquer la propriété. À Karnak, le temple le plus sacré d'Égypte, tous les rois du Nouvel Empire avaient élevé des bâtiments. Ramsès II les surpassa. Dans la vaste salle hypostyle commencée par son grand-père, Ramsès lança un chantier aux proportions colossales. Une armée d'artisans sculpta un ensemble de 134 colonnes au profil de tiges de papyrus. Chaque colonne mesurait 21 mètres de haut, près de 2 mètres de diamètre et pesait plus de 100 tonnes. Les Grecs, les Romains et même Napoléon essaieront un jour de rivaliser avec une telle grandeur. Un monument de cette taille ne semble pas être l'œuvre d'êtres humains. En fait, il est peut-être dans la nature de l'homme de vouloir se mettre sans cesse à l'épreuve. Il tient toujours à marquer des points sur quelqu'un d'autre. Grâce à sa propagande, à sa diplomatie et à ses monuments qui écrasaient les prétentions de ses rivaux, Ramsès est finalement devenu la silhouette légendaire qu'il avait résolu de créer. Le jeune roi, roturier de naissance, était devenu pour de bon Ramsès le Grand. Mais au sommet de son règne, alors même que son empire semblait plus robuste que jamais, un événement tragique le frappa. La mort de la grande épouse royale, Néfertari. Ramsès fit reposer sa dépouille dans son précieux tombeau. C'est après son décès qu'il acheva l'ultime hommage qu'il avait rêvé de lui rendre. Plus audacieux que jamais, le pharaon changea 2 montagnes entières en édifices sacrés. Situés côte à côte, l'un lui était dédié, tandis que l'autre l'était à son épouse. Mais Abou Simbel ne fut pas qu'un mémorial à Néfertari. Ramsès avait choisi avec soin l'emplacement des temples. Les 2 temples d'Abou Simbel ont constitué un nouvel atout dans sa politique de propagande. Situés à la frontière sud de l'Égypte, ils symbolisaient la puissance de l'Empire aux yeux des populations qui vivaient au-delà. Et ils rappelaient à tous qu'on ne contrariait pas la volonté des pharaons. Surplombant les eaux du Nil, Ramsès se dresse encore 3000 ans plus tard, à côté de la femme qu'il appela un jour celle pour qui le soleil brille. Néfertari avait laissé à son époux un important patrimoine, des fils aptes à régner sur l'Égypte après sa mort. Mais la longue existence dont a joui le plus grand des pharaons est devenue une malédiction. Alors qu'il restait en vie, ses enfants commençaient à mourir les uns après les autres. Il initia 12 d'entre eux aux arcanes du pouvoir. Il les nomma tour à tour princes héritiers, pour finalement les voir tous partir. Mais tandis que les deuils l'accablaient, le vieux pharaon veillait à ce que le monde n'entende parler que des événements heureux de sa vie. Les récits qui vantaient sa grandeur étaient élaborés dans un nouveau temple qu'il s'était fait construire à sa gloire, le Ramesséum.
Derrière le sanctuaire se trouvait le centre intellectuel de l'Empire, la Maison de Vie. Les scribes y étaient chargés de mettre leur talent au service de l'image que Ramsès désirait répandre. Il rédigeait les textes à la gloire du pharaon. Il gérait les fonds nécessaires à ses campagnes, en même temps qu'il concevait les plans de ses monuments. La Maison de Vie était le ministère de la propagande de Ramsès II. Sa mission consistait à créer et à exploiter une image démesurée du souverain. On y élaborait la figure héroïque, surhumaine du pharaon. Il y avait des spécialistes de l'image médiatique, des experts en communication, comme on dirait aujourd'hui. L'expérience traditionnelle qu'ils avaient assimilée servait à la valorisation d'un individu, le pharaon Ramsès II. Tout leur savoir-faire était répertorié sur des rouleaux de papyrus conservés dans la Maison de Vie. La bibliothèque du Temple contenait peut-être 10 000 ouvrages, dont certains étaient des copies de livres remontant à 2000 ans avant l'accession de Ramsès au trône d'Égypte. C'était le grand réservoir de la connaissance humaine. L'existence de cette bibliothèque n'aurait pas été possible sans l'invention du papyrus. La plante qui poussait sur les berges du Nil a fourni le moyen de stocker le savoir de l'Égypte. Les rouleaux de papyrus emmagasinés dans la Maison de Vie ont permis à l'Égypte d'enregistrer son histoire. Les scribes n'ont jamais cessé de donner de Ramsès l'image d'un guerrier ardent et robuste. Mais en réalité, en 1213 avant Jésus-Christ, le vieux souverain âgé de plus de 90 ans était très souffrant. À la fin de sa vie, la maladie l'a beaucoup fragilisé. Il n'avait plus de dents, il avait des abcès aux mâchoires, il avait une scoliose, des problèmes très nombreux. Il devait souffrir horriblement. C'est terrible pour un homme qui, dans son jeune temps, a été très dynamique, vigoureux et fougueux. Fin 1213, on se prépara à célébrer ce que la plupart des historiens estiment avoir été la 67e année du règne de Ramsès II. On peut comprendre que le petit peuple d'Égypte ait cru son souverain immortel. Ce n'était pourtant pas le cas. La nouvelle arriva juste avant l'ouverture des célébrations. Ramsès le Grand était mort. La mort de Ramsès a dû être un grand choc. La plupart des Égyptiens n'avaient jamais connu d'autre roi. Seules quelques dizaines de personnes étaient vraisemblablement en état de se souvenir de ce qui s'était passé avant son sacre. Ce pouvait être la fin du monde. Peut-être que le soleil ne se lèverait plus, que la lune cesserait de croître et de décroître, que les crues du Nil ne reviendraient plus. Ça a dû être la panique générale. L'événement était à coup sûr d'importance et personne ne savait que faire. La fragile dépouille de Ramsès qui repose aujourd'hui au musée du Caire ressemble peu à la figure héroïque gravée sur presque tous les monuments alignés le long du Nil.
C'est un petit cadavre ratatiné surmonté d'une touffe de cheveux roux. Il s'agit pourtant de l'homme dont l'ombre a plané sur toute l'histoire de l'Égypte. Chacun des pharaons qui lui ont succédé s'est efforcé d'égaler sa splendeur. Tous les successeurs de Ramsès le Grand ont essayé de l'imiter. Ils ont tous repris son nom, mais seul Ramsès II est resté célèbre, bien que la série soit allée jusqu'à Ramsès XI. Ils ont tous été des petits Ramsès, en rien comparables à leurs prédécesseurs. Grâce à sa détermination implacable et à sa puissante personnalité, Ramsès II a sauvegardé l'Empire pendant plus d'un demi-siècle. Il a pensé que son héritage lui survivrait indéfiniment. Mais le monde changeait. Et en l'espace d'une génération, cet héritage fut mis en péril. Aux frontières de l'Empire, les cités cédèrent les unes après les autres à la poussée de hordes barbares. Bien armés, d'une agressivité redoutable, ces envahisseurs arrivaient par bateau et massacraient tous ceux qu'ils apercevaient. Les textes de l'époque les désignent sous le nom des peuples de la mer. Ces populations sont même venues à bout du puissant empire hittite. Privée de son grand allié, l'Égypte est devenue vulnérable. Aucun pays ne pouvait résister à leurs assauts. Une fois l'empire hittite effondré, ils ont tourné leurs armes vers l'Égypte. Les bas-reliefs à moitié effacés de ce temple égyptien sont la seule mention qui reste des peuples de la mer. Ces envahisseurs remanièrent pourtant la carte politique du monde antique. Les peuples de la mer forcèrent les frontières de l'Empire. Les alliés furent défaits et les routes commerciales coupées. L'économie égyptienne, autrefois dynamique, entra en crise et des problèmes intérieurs surgirent. Les successeurs de Ramsès attendirent de leurs artisans la dextérité qui avait marqué le règne du grand souverain. Mais ils n'eurent plus les moyens de financer de tels travaux. L'État égyptien vivait comme si on était toujours sous Ramsès II. Mais les choses n'avaient pas uniquement changé en matière de relations internationales. Elles s'étaient tout autant transformées dans le domaine de la politique intérieure. L'effondrement de l'Égypte avait commencé. Le gouvernement ne pouvait même plus payer ses talentueux artisans de Der el-Médine. L'administration égyptienne a déçu la population. On prenait des engagements, puis on les rompait. Les promesses n'étaient pas tenues, et bien sûr, comme d'habitude, c'est l'homme du peuple qui en souffrait. Les bâtisseurs de tombes connurent la famine. Délaissant leurs outils de travail, les villageois se mirent en grève. La première grève ouvrière de l'histoire. Nous n'avons ni vêtements, ni huile, ni poissons, ni légumes. Envoyez un message à notre bon seigneur le pharaon pour lui en demander. Et envoyez-en un au chef de chantier. Réclamez les provisions stockées pour les périodes de famine. Pour les gens du peuple, la situation est devenue insupportable. Ils ont fait grève et ils ont réclamé leur salaire. Ça a été dur pour eux. Pendant plusieurs mois, ils ont dû renouveler leurs réclamations. Mais ils sont alors partis en quête d'un trésor qui leur permette de régler leurs dettes. En désespoir de cause, les bâtisseurs de tombes en vinrent à commettre l'impensable. Connaissant l'emplacement secret des sépultures royales, ils ont trahi la mémoire des pharaons du Nouvel Empire et ont violé leurs chambres mortuaires sacrées. Celle de Ramsès le Grand n'a pas échappé à la profanation.
Les aveux du petit nombre de ceux qui se sont fait prendre nous fournissent un aperçu des trésors splendides qu'ils ont découverts. On a pris nos pioches de cuivre et on a creusé un tunnel dans la tombe royale. On a trouvé la momie du pharaon au fond de la chambre. Elle était couverte d'or de la tête aux pieds. Les coffres de la momie étaient aussi tapissés d'argent et d'or, à l'intérieur comme à l'extérieur. Et ils étaient émaillés de toutes sortes de pierres précieuses. On a arraché l'or et on a pris les amulettes et les bijoux. On a partagé à parts égales et on s'est embarqué sur le fleuve pour rejoindre Thèbes. À la fin du Nouvel Empire, vers 1080 avant Jésus-Christ, la plupart des trésors ensevelis avec les pharaons avaient été pillés. La montagne truffée d'or avait été mise à sac. Les tombes royales furent profanées par ceux qui les avaient édifiées. Ceux-là même qui avaient aidé les pharaons dans leur quête de l'immortalité dépouillèrent leurs cadavres. Le propre cœur de l'Égypte étant touché, tout l'Empire finit par crouler. Les États du Proche-Orient cessèrent d'être loyaux envers lui. Même la Nubie saisit sa chance d'accéder à l'indépendance, ce qui ôta à l'Égypte sa dernière ressource vitale, l'or. La perte de la Nubie signifiait la perte de l'or, et la perte de l'or privait de tout poids sur la scène politique internationale. Les autres peuples allaient constituer les nouvelles nations dominantes. L'Égypte deviendrait un trou perdu. Humiliation ultime, les prêtres de Karnak furent contraints d'accomplir une pénible mission. Ils réunirent 40 momies royales en provenance de tombes profanées pour les transporter dans des lieux secrets, plus aptes à leur assurer la paix. Ahmosis, le fondateur du Nouvel Empire. Thoutmôsis III, le guerrier qui donna à l'Empire son extension territoriale. Même Ramsès II, le dernier des grands pharaons. Les corps de ceux qu'on avait traités comme des dieux furent entassés dans des grottes de montagne. Ils y séjourneraient durant 3 millénaires. Le combat de Ramsès sembla avoir été vain. Moins de 200 ans après la fin de son règne, l'Empire s'effondra. Et la mort de Ramsès XI marqua l'extinction de toute sa dynastie. Le Nouvel Empire avait vécu. Au cours du Nouvel Empire, l'Égypte a été un mélange de réalité et de fiction qui a constitué l'aspect le plus fascinant de cette civilisation. La réalité d'un empire très puissant, auquel tout réussissait, mais aussi la chimère d'un étalage de prospérité absolument inconcevable. Toutes les grandes nations de l'Antiquité ont essayé d'imiter l'Égypte.
Mais face à l'empire des Assyriens ou à celui des Perses, celui des Grecs ou celui des Romains, l'empire d'Égypte nous semble toujours le plus grand. Tout le monde veut ressembler au pharaon. Aujourd'hui, des millions de personnes rendent hommage au pharaon. 3 millénaires plus tard, l'Empire de l'Or continue d'enflammer l'imagination du monde entier.